Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Dans l'actualité, ce soir, le Front social en ébullition, mouvement d'humeur des travailleurs dans beaucoup de secteurs. Quelle va être la réponse du nouveau gouvernement face à cette situation? Le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions rassure. La nouvelle équipe gouvernementale est à pied d'œuvre pour améliorer le climat social. Sa réaction dans ce journal. Et puis après 2 ans d'arrêt, la centrale à charbon de Bargny reprend du service. La transition du charbon au gaz naturel actée dans un nouveau contrat liant la compagnie d'électricité du Sénégal et la Sénélec. Les détails sur cette reprise des activités, le nouveau contrat à suivre dans cette édition. Les fortes pluies enregistrées à Dakar ne font pas que des malheureux. Ce soir, on va voir le verre à moitié plein. Dans la rubrique environnement, on vous amène à la rencontre des cultivateurs en milieu urbain et à qui la pluie permet de faire des économies. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous. La tension sociale s'accentue au Sénégal. Plusieurs syndicats en grève. Une équation à plusieurs inconnus pour le nouveau gouvernement qui, selon le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, s'active pour l'apaisement du climat social. Sambassi est joint au téléphone par Papa Ibrahim Ndiaye. La réponse du gouvernement, c'est de prolonger les actions qui ont été faites. Tout observateur objectif peut noter évidemment les gros efforts qui ont été faits pour amortir la crise, pour faire de sorte que les populations, mais dans leur entièreté, ne se ressentent pas trop de ce qui est en train de se passer, et des efforts particuliers ont été faits en direction de l'âge segment du monde du travail. Vous dites maintenant qu'est-ce qui va être fait? Ces efforts-là vont être prolongés dans la mesure du possible. Mais enfin, nous avons une équation difficile à résoudre, une rareté des ressources du fait même, finalement, des décisions qui sont prises. Abattement douanier, renoncement, disons, à certaines formes de fiscalité. Tout cela pour que le coût de la vie ne se renchérisse pas. Donc, baisse de recettes, mais en même temps, devoir de dépenses publiques accrues en termes de relèvement des salaires. C'est une équation assez complexe, mais le gouvernement va s'y engager. 30 milliards de francs CFA en 3 ans pour généraliser le port des uniformes dans l'école sénégalaise. C'est le montant annoncé par l'État du Sénégal. Un scandale selon le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Leur secrétaire national à la presse et communication, Tamsir Niane, interpelle le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il était à l'invité de Kenwas Kanui sur ITV avec Elhaj Malik Sissé. Suivons sa réaction. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas dans un moment où le système éducatif sénégalais a besoin plus de stabilité, mais aussi nous avons besoin plus d'enseignants motivés, engagés, en tout cas comme plus que jamais pour le développement de notre chère nation, mais aussi qui sera adossé véritablement à un système éducatif de qualité. Vous savez, pour la question des tenues scolaires, en tout cas, le gouvernement n'a pas partagé avec nous. Et donc, c'est une nébuleuse pour nous, parce qu'en fait, jamais il n'y a eu de rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale et la partie syndicale que nous constituons. Et donc, de ce point de vue, si nous avons vu, en tout cas, tout ce débat qui tourne autour de ces tenues scolaires, où on nous dit que c'est 10 milliards qui seraient injectés chaque année pendant des années, pendant 3 ans, soit 30 milliards, mais je pense que cet argent pouvait être tout simplement viré dans les comptes des établissements scolaires et de demander aux proviseurs, aux principaux et aux directeurs d'école de faire de telle sorte que chaque enfant sénégalais puisse acquérir une tenue scolaire, en tout cas aux normes et standards, pour que nous puissions avoir des enfants qui aient leur tenue au même titre que tout le monde et qu'ils quand même soient sur les mêmes pieds pour en tout cas faire les études correctement. Tamsir Bahoum, invité de Kenwas Kanui sur ITV. La 20e édition des assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal s'est tenue ce matin à Dakar. La résilience du tissu économique sénégalais, thème de cette année. Venu présider la cérémonie, le nouveau ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises promet de renforcer la résilience économique des entreprises. C'était en présence des acteurs du secteur privé. Le compte rendu de Younoussa Gueye.
Face à la fragilité du tissu économique du pays, exacerbée par la crise russo-ukrainienne, le MEDES, dans le cadre de sa deuxième édition des Assises économiques annuelles, a invité acteurs du secteur privé, économistes et chercheurs à se pencher sur les voies d'une résilience économique. Une cérémonie présidée par le tout nouveau ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, rassure le secteur privé. Je profite ainsi de la tribune qui m'est ici offerte pour rassurer les acteurs de notre économie. Je leur dis que nous sommes là pour soutenir la croissance inclusive, la croissance endogène d'abord. La croissance, c'est le commerce, la croissance, c'est l'entreprise, la croissance, c'est la production locale et le consommé local. Asseoir une industrie forte, c'est l'étape incontournable pour bâtir une économie résiliente. C'est du moins ce qui ressort des interventions des panélistes, dont l'économiste Khadim Bamba Diagne. On dit que le secteur primaire contribue entre 15 et 17%, le secteur secondaire entre 21 et 23%, le reste c'est le secteur tertiaire. Tant qu'on n'a pas perturbé la contribution de ces secteurs-là, il est difficile de tirer le pays du sous-développement, il est difficile de régler le problème du chômage, il est difficile de régler le problème de la résilience. Une position largement partagée par le président directeur général du groupe Immédiat. Khadim Bamba Diagne l'a dit, et je crois que son introduction lance nos échanges pour nous orienter résolument vers l'industrie, vers l'industrialisation. C'est un défi et un enjeu à la fois, puisque le constat qui est fait souvent par des spécialistes ou des hommes de terrain, nous remarquons même, et c'est ça le paradoxe, une tendance à une désindustrialisation de nos économies. Les conclusions de ces assises économiques seront, selon le président du mouvement des entrepreneurs du Sénégal, partagées avec les autorités afin de mieux outiller les entreprises à amortir ce choc économique. J'ai reçu du chef de l'État les instructions d'être le ministre des consommateurs, des producteurs et des petites et moyennes entreprises. Ce sont les premiers mots du ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. 5 jours après sa nomination, Abdou Karim Fofana se dit ouvert au dialogue avec l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions concertées à la hausse des prix des denrées. Nous l'écoutons. Il faut le dire, il n'est pas normal que l'État mette autant d'argent et que au niveau du commerce ou du détaillant ou du demi-grossiste, qu'on ne constate pas ces changements ou que chacun affiche ou exerce les prix qu'il veut. Donc, sans doute, nous allons aller vers un modèle avec beaucoup plus de contrôle, de vérification, afin de permettre que les efforts faits par l'État soient ressentis dans le panier de la ménagère. C'est ça l'instruction du président de la République. Cependant, auparavant, il faudra écouter tout le monde, il faudra échanger et des rencontres comme les assises économiques nous permettent de prendre la température des producteurs, des commerçants et des consommateurs. Je vous l'annonçais dans les titres, après 2 ans d'arrêt, la production reprend à la centrale à charbon de Bargny. Un nouveau contrat lie désormais la compagnie d'électricité du Sénégal et la Sénélec. Et dans ce nouveau contrat, les 2 entités se sont engagées à donner une place importante à la transition du charbon au gaz naturel. Une annonce du directeur de la centrale lors de la pose de la première pierre du mur de clôture de l'école de Minane. Le reportage de Baba. La centrale de Bargny de la compagnie d'électricité du Sénégal a entamé les travaux du mur de clôture de l'école de Minam en vue de la prochaine rentrée des classes. Une bonne cohabitation entre les populations riveraines et la centrale de Bargny fait partie des priorités de la compagnie. Donc le premier acte que j'ai posé était de venir rencontrer les populations, m'enquérir de leurs besoins, de leurs requêtes, de leurs préoccupations et essayer au maximum d'y mettre notre contribution pour participer au développement de cette dite, de ce dit village. La commune de Bargny compte jouer sa partition pour que les élèves regagnent les classes dans les meilleures conditions. Vous savez, il y a des actions qui sont traditionnelles, comme les fournitures, les fournitures de classe. D'ailleurs, on s'est à terre d'ailleurs en ce moment. On est en train de s'organiser pour faire une distribution rationnelle des choses. Donc la mairie aussi est très regardante par rapport à Minam, parce que Minam est un quartier de Bargny, de la commune. Après 2 ans d'arrêt, la centrale de Bargny a repris ses activités et va amorcer la transition du charbon au gaz. Dans les conditions de reprise, un protocole et un avenant a été signé avec la Sénélec.
avenant dans lequel il y a un point essentiel qui est lié à la conversion de la centrale en gaz. Et cet avenant a été signé le 28 janvier 2022 et on est en train de poser les actes consistant à maintenant réaliser ce projet. En attendant de finir la réfection du poste de santé de Minam, la clinique de la centrale est ouverte aux populations. Et à Boké, à Dialoubé, dans le département de Podor, une dermatose nodulaire contagieuse bovine décime le cheptel. L'épidémie touche une vingtaine de villages. D'importantes pertes qui ont mis les éleveurs dans tous leurs états. Les précisions d'Amadou Omar Diallo. À 55 km de la commune de Boké-Dialoubé, dans le département de Podor, à Gaïkada, est apparue une maladie épidémique qui a terrassé presque la moitié du cheptel. Son nom, la dermatose nodulaire des bovins. Elle touche généralement l'espèce bovine et elle se manifeste par la fièvre, l'apparition des nodules sur la peau autour de la tête, du cou, de la queue et des parties génitales de l'espèce. Les acteurs de l'élevage accusent l'agent sur place d'être responsable de la perte de leurs bovins. C'est le vétérinaire de la localité qui a autorisé à un auxiliaire de venir vacciner les bovins. Lorsqu'il est venu avec des vaccins, je lui ai demandé pourquoi les vaccins ne sont pas congelés. Il m'a répondu qu'on doit mélanger les vaccins avec de l'eau potable. Et depuis qu'il a vacciné les bovins, la maladie est apparue. Et j'ai perdu pas mal de bovins qui coûteraient 1 million de francs CFA. On ne peut pas faire le bilan des bovins décimés. Depuis que l'auxiliaire a commencé à les vacciner, la situation devient très critique. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés sont plus rassurants. Le fait de pleuvoir aussi rend la maladie très grave. Accusé d'envoyer des auxiliaires pour vacciner à sa place, l'agent vétérinaire a préféré de ne pas s'y communiquer sans l'avis de son supérieur. Par ailleurs, Gorambout, agent vétérinaire chef de poste de Boké-Dialoubé, s'est prononcé sur la maladie et confirme que des cas de dermatose nodulaire seraient importés dans la zone. Tous les bovins qui ont la maladie sont venus d'ailleurs. La plupart des bovins, je les vaccinés avant d'entrer dans le village. Quand ils viennent, ils montrent leur carnet de vaccination. Certains éleveurs viennent Devenue virale, l'épidémie dermatose nodulaire des bovins est très fréquente dans la zone du Djeri du département de Podor, surtout dans la localité de Gaïkada et dans une vingtaine de villages environnants où l'élevage est l'activité dominante. Et pendant ce temps, à Enampor, dans le département de Ziguinchor, les populations se plaignent de l'impraticabilité de la route qui mène à leur localité, surtout en cette période d'hivernage. Et comme si ce n'était pas suffisant, leur principale activité, la riziculture, est menacée par l'avancée de la langue salée. Elles interpellent les autorités. La correspondance d'Assanba et d'Aouda Sambou. Située à 23 km de la ville de Ziguinchor, la commune d'Enampor se trouve dans un terrible enclavement du fait de l'absence d'une route praticable. Difficile de relier cette localité pendant l'hivernage, une situation qui complique les activités économiques dans cette zone à fort potentiel agricole. Oui. Nous sommes dans une zone super enclavée parce que vous êtes même sur la route. Alors vous voyez, quand il pleut, rien ne marche. Alors il faut attendre, quand il pleut, surtout la nuit, il faut attendre jusqu'à 10h, 11h pour pouvoir voyager sur cette piste que nous pleurons chaque fois pour que cette piste voit quand même le jour comme d'autres qui. Hormis la route qui constitue un véritable blocage pour le développement économique de cette commune de l'arrondissement de Niassia, l'avancée de la langue salée aussi est un grand problème pour la riziculture. Beaucoup de vallées sont aujourd'hui menacées. Les difficultés sur le plan agricole, ça va être la salinisation, le manque de digues pour la protection de nos rizicultures et surtout aussi le non-remembrement de nos vallées culturelles. Les riziculteurs ne savent plus à quelle politique agricole se fier. Ils interpellent les autorités sur la nécessité de construire des digues anti-sel pour protéger les rizières. On a demandé à ce que vraiment le gouvernement nous vienne en aide
Parce que sinon, comme vous venez même de le constater par vous-même, d'ici 3 ans, voire même 5 ans, vraiment, les rizières seront quasiment incultivables vu l'avancée excessive vraiment de ce sel. Cette situation risque de plonger cette zone dans des difficultés si les autorités ne réagissent pas. Nous réclamons vraiment l'aide, que les autorités nous viennent en aide comme partout dans le reste du pays. Nous voudrions aussi vraiment qu'une digue anti-sel soit construite dans la zone où nous cultivons. Nos rizières soient protégées. Malgré ce fort potentiel agricole, cette zone vit toujours dans la précarité à cause de son enclavement. Passons à présent au reportage du jour. Ce soir, on vous propose un sujet sur l'occupation anarchique de la voie publique, une entrave à la mobilité urbaine. Au centre-ville, par exemple, piétons et véhicules ont du mal à circuler à cause de l'occupation des trottoirs. Ils crient leur ras-le-bol dans ce reportage d'Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. En ville, le constat est partout le même, ou presque. Les trottoirs ont quasiment disparu du décor urbain. Sur l'allée de l'hôpital principal, un gardien retrace le mal-vivre des piétons. La plupart des trottoirs se muent en lieux de commerce ou sont privatisés. À Dakar, les voitures et les marchands occupent les trottoirs. Les piétons ont toutes les difficultés à se créer un passage et sont obligés de marcher sur la chaussée, alors qu'à tout moment, il peut y avoir des accidents. Après avoir eu tout le mal à trouver une place pour se garer, ces jeunes automobilistes, sous le couvert de l'anonymat, pointent du doigt là où le bas blesse. Les trottoirs ne sont pas faits pour les véhicules, mais pour les piétons. Et les forces de l'ordre ne règlent même pas le problème. Le problème des Sénégalais, ce sont les Sénégalais. Babacar Sané nous confie que cette occupation anarchique cause souvent des conflits entre automobilistes. Il y a des automobilistes qui veulent se garer par la force alors que ça pourrait être un parking privé. Certains en viennent même aux mains. Au-delà du manque d'espace, nos interlocuteurs préconisent la réglementation du parking. Ce n'est pas un problème d'espace. Je pense qu'il faudrait plus d'initiatives de la part des autorités. Il faut un parking où tous les véhicules pourront stationner. Depuis des années, les Dakarois sont confrontés à l'encombrement des routes et trottoirs par les marchands, les véhicules ou encore les détritus. Hélas, obligés de partager la chaussée avec les véhicules au péril de leur vie, la situation va de mal en pire. Dans l'actualité internationale, le colonel Mamadi Doumbia, présentement au Mali pour célébrer auprès de son homologue Assimi Goïta la 62e fête d'indépendance de la République malienne. Dans un tweet, le colonel Assimi Goïta s'est réjoui de la présence de l'homme fort de la Guinée dans son pays. Leurs deux pays partagent, selon ses propos, la même histoire et affrontent les mêmes défis. En Guinée, la junte au pouvoir s'est livrée ce jeudi à une charge violente contre le président en exercice de la CEDEAO. Peu avant le début du sommet de la CEDEAO, le colonel Camara reproche au président de l'institution, Umaro Sissoko Embalo, des propos qu'il avait tenus concernant des sanctions contre la junte au pouvoir si elle persiste à s'y maintenir durant 3 ans. On termine avec le Burkina Faso. Après 3 jours de procès, le verdict a été livré dans l'affaire d'Aba Boukari. Le général Gilbert Diendéré et le lieutenant-colonel Bamba Mamadou sont reconnus coupables des faits de complicité, d'arrestation illégale et de séquestration aggravée. Gilbert Diendéré écope de 20 ans de prison ferme. Bamba Mamadou, lui, de 10 ans de prison avec circonstances atténuantes. Tout porte à croire que l'hivernage ne fait pas des heureux en milieu
urbain? Eh bien, si. Dans la zone maraîchère de Landing à Rufisque, les cultivateurs profitent bien de l'hivernage, une période qui leur permet d'économiser de l'eau, de diminuer les montants de leurs factures et surtout d'augmenter leur récolte. Papa Ibrahim Ndiaye et Mafal Fall signent la rubrique environnement de ce jeudi. Pour lui, après la pluie, ce n'est pas le beau temps, mais la récolte, rien que la récolte. Sa casquette de président des maraîchers de Lendeng, dans le département de Rufisque, ne l'éloigne pas de la terre, bien au contraire. Depuis près de 40 ans, Mamadou Ka fait partie de ceux qui valorisent ces surfaces cultivables. Nous cultivons plusieurs variétés de légumes, betteraves, salades, gombo, etc. Une production de qualité sur ces terres rufisquoises, bien arrosées par les dernières pluies dans la capitale sénégalaise. À l'approche de l'hivernage, nous aménageons les espaces pour permettre l'eau de circuler sans détruire les champs. Et quelques jours après, même s'il ne pleut pas, nous pouvons exploiter les champs sans difficulté. L'arrivée de l'hivernage, une aubaine pour ces cultivateurs. La plupart est connectée au réseau de Sen'Eau, utilisent ce bassin, un lieu de rétention d'eau qui date du régime libéral et qui peine à répondre aujourd'hui aux attentes des maraîchers. Parce que ce bassin n'est pas assez profond et ne permet pas de stocker l'eau normalement. De l'ancienne à la nouvelle génération, ce site de plus de 56 hectares est devenu une terre d'accueil, d'histoire, avec des trajectoires différentes. Après des études poussées en digital et marketing, Abou Sow quitte les bancs en 2016 pour tracer sa voie dans les champs. De nos jours, il s'inquiète de l'avenir de son métier. Déjà, problème foncier est un problème majeur au Sénégal. Des prédateurs fonciers rôdent autour de la zone de maraîchage. Ils veulent détruire les champs, y construire des habitations. Ils ne se soucient guère des problèmes environnementaux. Tous craignent l'urbanisation qui gagne des mètres carrés chaque année dans la zone de maraîchage. Une peur, loin de freiner leur volonté de continuer à servir leur clientèle ici et ailleurs, tout en espérant une intervention de l'État pour sécuriser la zone ainsi leur activité. De très belles images qui mettent un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci à toutes les équipes en régie, la rédaction. On vous donne rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur ITV.